vous écoutez RTL. RTL, Les aventuriers de l'impossible. avec Jacques Pradel et Didier Van Kovlart. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition des Aventuriers de l'Impossible. Bonjour Didier. Bonjour Jacques. C'est évidemment Perrine Suquet qui nous a aidé à préparer l'émission du jour. C'est François Touchard qui est aux manettes techniques de notre émission. Et aujourd'hui, une émission qui va vous emmener, en tout cas c'est notre propos, au-delà du cerveau. Et vous me permettrez d'ajouter une question, mon cher Didier, en tant qu'ami et lecteur du nouveau dictionnaire de l'impossible. Cette question qui peut être surprenante, que se passe-t-il quand le cerveau n'est pas là, quand il est absent, quand il est détruit? Est-ce qu'on peut encore vivre normalement? Justement, laissons parler certains exemples. On a fait plusieurs émissions sur ce sujet, lorsque le cerveau n'est pas en état de fonctionner. Par exemple, lorsque, dans des cas de mort clinique, avant qu'on réussisse à réanimer la personne revient ensuite et elle décrit des choses que son cerveau, cerveau n'a pas pu traiter, n'a pas pu capter. Donc, ce qui sous-entendrait que la conscience fonctionne lorsque le cerveau est hors service, comme une espèce de disque dur externe qui sauvegarde la mémoire pendant que l'ordinateur est hors service et qui après, cette mémoire se réintroduit. Mais donc ça veut dire que le cerveau remarche. Mais que se passe-t-il lorsque il n'y a pas de cerveau ou quasiment pas de cerveau? Alors ça paraît surréaliste, sauf que on a plusieurs cas de personnes au cours d'un examen, d'un scanner, un IRM, on a découvert que ces gens n'avaient quasiment pas de cerveau. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé tout à fait réellement, même si c'est difficile à croire, en 2003, je crois, à Marseille, à l'hôpital de la Timone. En France, en 2003. Alors, ça a défrayé la chronique, d'abord, mais pas tout de suite, parce que c'est arrivé en 2003, et c'est en 2007 que le journal La Provence a traité ce sujet. Il vit avec un grand trou noir à la place du cerveau. Titre La Provence. Et puis il y a eu des publications scientifiques dans le journal, dans la revue à comité de lecture de Lancet, dans la revue Cerveau et Psycho, et des témoignages donc des médecins qui se sont trouvés face à ce problème. Alors, c'est un monsieur qui arrive en consultation pour un problème mineur, du problème de marche, comme ça se bloque de temps en temps. Donc il va sait bien, pas il d'où a ça 44 vient. ans, il est marié, il a des enfants. Il est fonctionnaire et il travaille, il a une vie absolument normale. Et puis donc, scanner, et alors, image ahurissante. Cette personne qui a discuté avant avec les neurologues, parce qu'on pense qu'il y a un problème qui vient d'ailleurs, de la colonne vertébrale ou de tout ça, donc on regarde le cerveau. Mais cet homme parle tout à fait normalement, s'exprime très bien. Et alors, le scanner, d'abord on se dit c'est pas possible, on s'est trompé, quoi. On refait une IRM, non, c'est bien la même personne. Qu'est-ce qu'on voit là? Commentaire du neurologue Jean Pelletier, le chef du service de la Timone. Avec une imagerie de ce type, on se serait attendu à ce que ce patient soit dément et grabataire. Comme quoi, on a toujours intérêt à connaître les gens avant de les examiner. Parce que cet homme, quand on regarde les coupes de l'IRM et résultats du scanner, son cerveau n'est qu'une bande de quelques millimètres d'épaisseur collée à sa boîte crânienne. En gros, un code barre. À l'intérieur de la boîte crânienne? Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en fait, d'où est venu ce problème? Il est venu de son enfance. C'est un problème d'hydrocéphalie qui a été décelé à l'âge de 6 mois. L'hydrocéphalie, c'est du liquide céphalorachidien, donc qui envahit tout et qui presse. Et la pression. Mais le futur fonctionnaire de Marseille, donc à l'âge de 6 mois, a été équipé d'un tube de dérivation, ce qu'on fait en ce cas-là une sorte de paille qui évacue le liquide céphalorachidien vers la cavité cardiaque puis abdominale. Donc le problème était officiellement réglé et l'enfant grandissait normalement. Sauf que la paille s'était bouchée. Et la pression du liquide avait écrasé contre la boîte crânienne le cerveau qui s'était donc réduit à la dimension d'un timbre-poste allongé. Donc là, on est effectivement, pour reprendre le titre de votre dictionnaire, on est devant un cas impossible. Impossible. Et pourtant, la personne est là, elle est tout à fait normale, elle va bien. Et ses examens prouvent qu'il n'y a pas de cerveau. Et après l'examen, elle est repartie chez elle et, Absolument. et tout a continué à aller bien. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est les commentaires justement de
des deux neurologues, le professeur Lionel Feuillet et le professeur Pelletier. Je cite, « Si l'on avait disposé à l'époque d'une IRM ou d'un scanner, déclare le docteur Feuillet, les images auraient auguré d'un très mauvais pronostic. Donc le bébé... Si on avait fait ça au moment où... Ah ben oui, quand il était à 6 mois, oui. ça veut dire qu'on l'aurait mis dans un centre, vous savez, malheureusement, ces établissements d'accueil à long terme pour hydrocéphale, voilà, dans des conditions inhumaines, souvent. Et le message d'espoir dont parle le docteur Feuillet en disant si vraiment cette discordance entre une imagerie très inquiétante et une vie quasiment normale n'est un message d'espoir, le message d'espoir, c'est aussi, en l'occurrence, le silence. Alors, l'ignorance de son état qui fait qu'il s'est développé normalement, cet enfant. Et ça s'est passé en France, donc en 2003, mais en 2011, il y a eu un article, je crois, d'une équipe de médecins américains dans l'Iowa que vous citez également. Là, c'est la situation aberrante d'un patient qui s'appelle Roger. Situation aberrante parce qu'il est normal. Et depuis 30 ans, il n'a plus de cerveau. Du moins, toutes les zones réputées indispensables au fonctionnement de la conscience ont été détruites par une encéphalite. Pourtant, sa mémoire est intacte. Alors, il y a un seul souvenir qui lui manque, ce sont les circonstances de son accident. D'accord, mais à part ça, tout est là, il s'exprime comme vous et moi. C'est très important aussi, il se reconnaît aussi bien dans une glace que sur ses photos d'enfance. Or, la perception de soi-même, qui est évidemment un produit de la conscience, n'est absolument plus envisageable avec une telle absence de cerveau. Alors, la conclusion assez timide de l'étude médicale, je cite, « La perception de soi est un phénomène plus diffus que prévu ». Oui. Mais donc, avec quoi réussit-il à percevoir son image, à savoir que c'est lui, et à vivre normalement ? Rappelons-nous ce que... Il a juste eu un petit problème dans la vie, je crois. Hein. Il a perdu le goût. Oui, un petit effet secondaire voilà. Et le souvenir, voilà, il y a une agueusie, comme de Funès dans l'aile ou la cuisse, voilà, il a perdu le goût, et puis et le souvenir des circonstances où ça lui est arrivé. Mais tout le reste, je veux dire aussi bien les souvenirs avant et puis tout ce qu'il a enregistré depuis est normal. On est évidemment loin du credo du professeur Cabanis, le physiologiste et membre de l'Académie française au début du 19e siècle, le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Bon. Alors, que répondez-vous à ça ? Qu'est-ce que vous voulez vous me regarder ? Je sens que vous allez m'annoncer une pause. Je suis pas scientifique. Ah oui, bien sûr. Bon, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, effectivement. Si vous vouliez nous étonner, c'est fait. Je vous remercie beaucoup. Dans un instant, on se retrouve et on vous présente notre invité pour aller encore plus loin, au-delà du cerveau. Les aventuriers de l'impossible. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. On vous emmène avec Didier aujourd'hui au-delà du cerveau et maintenant avec notre invité Manuel Ransford. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe des sciences, spécialiste de physique quantique, polytechnicien au passage. Enfin, je ne vais pas ici donner tout votre curriculum vitae, mais vous intéressez beaucoup au phénomène dont on vient de commencer à parler parce que derrière, il y a des vraies questions sur le siège de la conscience, quoi. Parce que si la conscience n'est pas dans le cerveau, alors où est-elle et comment peut-on expliquer notamment les phénomènes auxquels faisait allusion tout à l'heure Didier sur les gens qui font une expérience de mort apparente et puis qui se réveillent alors qu'ils ont un encéphalogramme plat et qui peuvent décrire ce qui s'est passé et dire ce qu'ils ont entendu. Vous venez de publier un livre aux éditions Très Daniel qui vous permet de présenter un certain nombre de travaux et de questions que vous posez. La conscience quantique et l'au-delà, une voie inédite vers l'éternité. Mais d'abord, peut-être, Didier, un commentaire d'Emmanuel Ransford sur ce qui a été dit oui, rappelons, donc, on a brièvement exposé cette étude de John Lorber qui quand même date de 1980. Et je l'ai découverte uniquement lorsque l'affaire de la Timone en 2003, de cet homme sans cerveau, a défrayé la chronique. Donc le professeur Lorber a répertorié dans son étude plus d'une centaine de personnes sans cerveau discernable, dit-il, qui obtenaient néanmoins des résultats allant jusqu'à 130 au test de QI, donc vraiment des surdoués. Et alors, il y en a un, par exemple, qui était un grand spécialiste de mathématiques, qui était en fin d'études, brillantissime, lorsqu'il vient consulter. Et lui, en fait, la matière cérébrale avait été remplacée à 95%
par le liquide céphalorachidien avait empêché le développement de son cerveau, mais pas de son intelligence, ni de son humour. Parce que la révélation du vide de sa boîte crânienne, Jacques lui a valu un seul commentaire, faussement résigné. Bon, je ferai 100. Alors maintenant, dire ça, on n'a rien dit, Emmanuel Ransford. Est-ce que vous pouvez nous mettre sur des pistes d'explication? Comment vous expliquez ça, vous? Alors, d'abord, je dirais que pour l'instant, effectivement, on est sur des hypothèses, pas sur voilà. J'aurais tendance à dire que dans ces cas-là, c'est bien de revenir, c'est-à-dire exactement je pense que c'est ce qu'ont fait les neurologues, observer les gens, voir comment ça se passe et essayer de comprendre comment ça se passe dans le cerveau, sachant que donc en gros il y a quand même deux niveaux. On peut distinguer le cortex qui est la partie intelligente. Juste pour dire que donc il y a une partie, quand on prend le cerveau dans son ensemble, la majeure partie de ce qui se passe dans le cerveau n'est pas liée directement à la conscience, mais par contre va gérer des fonctions internes, donc inconscientes, et quand il n'y a pas de cerveau, par contre ça pose la question comment c'est géré. Tout, voilà. Et là-dessus, je dirais c'est une question de spécialiste, mais qui m'intrigue beaucoup. Alors ils ont donné un petit bout de réponse là sur l'histoire de la Timone en parlant de la plasticité du cerveau et en disant que finalement comme cette paille d'évacuation du liquide céphalorachidien s'était bouchée et donc la pression a été extrêmement progressive et donc disait-il voilà le cerveau finalement s'est habitué au fur et à mesure de cette pression excessive jusqu'à devenir cette bande donc toute petite. C'est bien possible. Bon. Alors à ce moment-là, il faudrait savoir par exemple si le nombre et les connexions neuronales de cette petite bande compensent la diminution du volume. Moi, je pensais à un autre cas que je cite dans le livre de personnes qui ont, pour des raisons médicales, ont fait l'ablation de la moitié du cerveau et cette moitié du cerveau à quelques petits désagréments près, arrive à gérer l'ensemble des fonctions du cerveau. Et par exemple, on sait qu'il y a une latéralisation et des fonctions qui appartenaient, si en tout cas la personne, je crois qu'il y a une barre avant 11 ans, après 11 ans. Je crois qu'il y a une petite quand même, le cerveau, même s'il est plastique, est encore plus plastique quand il est jeune que quand il est un peu plus âgé. Et je sais que par exemple le centre des aires comme Broca, Wernicke, c'est-à-dire les aires du langage, s'ils sont absents de l'hémisphère cérébral qui reste, ont tendance à être recréés. Donc là, on est dans cette logique de plasticité. Absolument. C'est-à-dire même dans l'autre hémisphère. Absolument. Absolument. Voilà, tout à fait. C'est l'exemple de Jody Miller, une petite épileptique. Tout à fait. Justement ça. À 3 ans, c'est à 3 ans qu'on l'a. Voilà. Mais en revanche, on n'a jamais identifié de zone de la conscience. Non. Alors justement, c'est là où peut-être la physique quantique peut nous donner un éclairage. C'est effectivement, je pense qu'il faut sans doute sortir, et la mémoire aussi va dans ce sens-là, il faut sans doute sortir d'une logique purement matérielle, locale. Par exemple, je vois les recherches sur la mémoire, tout en tenant compte de ça. C'est-à-dire, je dirais que en général, ceux qui sont contre le matérialisme ne tiennent pas compte des faits qui abondent d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a une partie des faits... Ici, on le fait à ce micro. D'accord. Okay. Très bien. Non, mais je ne parlais pas pour vous. Vous êtes l'exception. Mais je dirais, il faut arriver à faire la synthèse de ces deux choses-là. Alors, effectivement, je dirais que pour ceux qui n'ont plus de cerveau, effectivement, il faudrait voir j'allais dire la microstructure neuronale de cette fine couche. Est-ce que voilà. Sinon, le mystère de la conscience, il faut quand même le dire, dans le domaine purement matérialiste. Je rappelle quand même de façon préliminaire que le matérialisme aujourd'hui n'est pas un dogme, n'est pas une certitude, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de travail qui n'a pas été démontrée. Je dis ça parce que beaucoup de scientifiques considèrent que c'est une vérité scientifique. Or, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que concrètement, on n'a jamais trouvé dans le cerveau le siège de la mémoire, le siège de la conscience, le lieu où se fabrique la pensée. Non seulement ça, mais on peut dire qu'on a démontré qu'il n'existait pas un tel siège au sens d'une petite zone locale, à la limite, où on pourrait pointer du doigt. Le problème, par exemple, existe pour ne serait-ce que la conscience visuelle.
Vous avez, c'est comme une gare de triage, c'est-à-dire vous avez le nerf optique qui va dispatcher ce qu'on appelle des sous-modalités sensorielles, c'est-à-dire des aspects de l'information visuelle dans plusieurs zones du cortex visuel primaire, à l'arrière, dans l'occipital, à l'arrière du cerveau. Et donc, vous avez une espèce de divergence, vous avez un tronc commun qui est le nerf optique, et c'est dispatché dans plusieurs zones. Et quand les neuro ont trouvé ça, ils ont crié Eureka, on va voir où ça converge après, et là où ça converge, ce sera là où naît la conscience visuelle. Mais ça ne convergeait pas. Et ça ne converge pas. Ouais. Alors, on va mettre quelques points de suspension, une pause tout de suite, et puis dans un instant, eh bien, on continuera à parler de ces mystères finalement du cerveau, et notamment de savoir si, lorsqu'on a des émotions, est-ce qu'on peut expliquer ça uniquement par la chimie? Didier Van Covelart nous dira que non, mais ça m'étonne pas. Hein. Oh bah ça dépend. Vous savez, la chimie peut aussi provoquer des choses, mais nos sentiments peuvent provoquer et provoquent des réactions chimiques. Les aventuriers de l'impossible. RTL, les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Covelart. Sur RTL. Et notre invité Emmanuel Ransford, à qui on a beaucoup d'autres questions à poser pour chercher la piste d'explication sur un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement de l'absence de cerveau. Oui. en absence de cerveau. On a parlé tout à l'heure d'un enfant qui avait été hydrocéphale et qui, adulte, a pu vivre très correctement, mais on était quand même très étonnés, les médecins. On a parlé de quelqu'un qui avait une encéphalite qui avait quasiment détruit son cerveau et qui fonctionnait très bien. Mais il y a un tout petit peu plus d'un siècle, en 1914, il y a eu une affaire extraordinaire à la suite d'une autopsie. Oui, parce que là, il ne s'agit pas d'un enfant. Jusqu'à présent, les cas, notamment les 130 surdoués sans cerveau répertoriés par le professeur John Lorber de l'université de Sheffield, on peut conclure que le cerveau a refait une plasticité et a trouvé des moyens de fonctionner, même s'il y avait qu'un millimètre de tissu cérébral recouvrant le sommet de la moelle épinière, comme dans le cas du premier prix de mathématiques, dont la célèbre et très sérieuse revue La Recherche disait « Cette observation illustre les capacités étonnantes du cerveau à fonctionner efficacement dans des conditions aussi anormales », c'est-à-dire sans cerveau discernable. Mais là, 1914, c'est un homme de 62 ans qu'on autopsie et qui est décédé brutalement en pleine santé apparente. Et l'autopsie révèle que suite à une blessure violente à la tête reçue 1 an plus tôt, un vaste abcès purulent s'était développé dans son crâne. Je cite le rapport d'autopsie. Son cerveau était littéralement réduit à l'état de bouillie sans que ses fonctions ni son comportement en aient été affectés. C'est dans les Annales des sciences psychiques de janvier 1914. Alors là, ça nous rappelle ces fameuses expériences du biologiste Paul Pitch, vous savez, qui voulait prouver dans les années 1950 que Wilder Penfield, le célèbre neurochirurgien, avait raison quand il disait que chaque zone du cerveau contient un souvenir. Alors, il avait des cliniques d'épileptiques et pour repérer l'endroit de la crise, il ouvrait le cerveau et puis il sollicitait un endroit. Et chaque fois qu'il piquait, qu'il stimulait une zone, il y avait un souvenir particulier, toujours le même. Et d'où cette notion de souvenirs rangés comme les livres dans une bibliothèque. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était juste un effet secondaire de l'épilepsie et que non, ce n'était pas du tout. Et Penfield lui-même, c'est un immense neurochirurgien, a reconnu cette erreur dans un livre et a dit la porte est ouverte maintenant aux autres modèles, ce qui est assez rare dans le monde scientifique. Alors, on va repartir. Et donc là, est-ce que ce que prouvait Pitch avec des salamandres, c'est qu'en enlevant tout le cerveau, sauf une petite bouillie. Même, il était énervé que la salamandre continue, lorsqu'on lui remettait qu'un tout petit bout de cerveau à avoir ses fonctions normales. En fait, même une purée de cerveau, puisqu'il a passé à la moulinette à un moment donné, suffit à contenir l'information nécessaire. Ça, c'est la théorie, la vision d'hologramme. C'est-à-dire une partie contient le tout. Donc, est-ce qu'une toute petite fraction de cerveau suffit à
à gérer tout l'ensemble, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan de la motricité. Alors, quel est votre avis sur ce point-là, Emmanuel Ransford ? Moi, encore une fois, donc j'ai une approche par le quantique. Ma vision des choses, c'est que dans la matière même, il y a, c'est-à-dire dans les particules élémentaires, il y a une autre dimension à l'œuvre. Et cette dimension, c'est une dimension de nature psychique. Et en fait, donc, si on regarde la physique quantique sous cet angle-là, on passe de l'incompréhensible, de notoriété publique, le monde quantique est bizarre et non compréhensible. Et en fait, mon idée, c'est que c'est comme un puzzle auquel il manque une pièce maîtresse. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas la pièce, on ne peut pas reconstituer le puzzle. Sauf que cette pièce, elle est difficile à concevoir. Cette pièce serait de nature psychique. Et psychique, ça ne veut pas dire, c'est un peu vague, mais ça veut dire quelque chose qui est immatériel, mais qui est agissant au sein de la matière. Et en fait, dont la grande modalité d'action dans la matière, c'est au travers du hasard quantique. C'est-à-dire, en fait, le hasard quantique ou l'aléatoire quantique, qu'on imagine aujourd'hui comme étant acausal, aprivatif, c'est-à-dire sans cause, c'est-à-dire le hasard pur sans queue ni tête, en fait, a peut-être un contenu, mais ce contenu est une cause non déterministe. Et non déterministe parce qu'elle est habitée, justement, elle émane d'un psychisme. Et donc, c'est en fait, je dirais, au niveau zéro, c'est l'ancêtre, entre guillemets, ou le matériau de base du libre arbitre, notion qui est d'ailleurs très controversée aujourd'hui. Donc, si on met cette nouvelle dimension, qu'on s'aperçoit qu'elle agit au travers du hasard, de l'aléatoire quantique, on aboutit à quelque chose qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, enfin bon, une chose qui se passe bizarrement, et on a une deuxième chose qui s'appelle l'intrication aujourd'hui. Autrefois, on parlait de non-séparabilité, mais qui est une soudure entre les particules dont on ne comprend pas du tout la nature. C'est-à-dire que concrètement, la conscience est répandue partout. Elle n'est pas enfermée dans le cerveau. Je dirais pas la conscience, je dirais le psychisme, dans la mesure où à partir du psychisme, c'est en fait la différence entre une matone, et j'ai toujours le mot italien qui vient, une brique élémentaire et un bâtiment. La conscience pour moi est un construit, mais qui va se baser sur un matériau de base, et ce matériau de base, c'est la dimension psychique. C'est pour ça que vous parlez de psychomatière dans votre livre. Absolument. Dolomatière maintenant, parce que j'ai raté une marche. Ça a un petit peu changé. Non, mais c'est pas bien grave. Il faut se remettre aux normes, Jacques. La dernière norme européenne, on dit holomatière. Je suis en formation continue avec vous. C'est plus 2014. Mais pardonnez-moi, Emmanuel Ransford. Je renvoie évidemment tout le monde à votre livre où vous expliquez la nature de cette recherche, de ces questions. Mais les histoires qu'on a racontées, le fait que un individu puisse avoir une mémoire, une conscience et fonctionner, vivre normalement avec un cerveau quand même très réduit, quasiment empuré, ça s'explique justement par ce que vous venez de dire. Alors, je dirais potentiellement, mais je dirais j'ai la prudence des scientifiques, c'est-à-dire il y a un proverbe qui dit que le diable est dans les détails. Donc, faire une grande déclaration comme ça d'intention, c'est aller un peu vite. C'est la curiosité. Mais on va dire, mais c'est très bien. Je vais dire que en fait, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Le truc important, c'est que cette non-séparabilité ou cette intrication, c'est en fait une reliance, un lien de la nature qui va permettre aux petites gouttelettes de psychisme qui sont réparties, de se répandre partout et de résonner avec toute la nature. Et de se souder. Et donc, on va pouvoir voir l'émergence d'entités macropsychiques telles que nos esprits. Ça, c'est absolument essentiel. Alors là, je vous entraîne sur une autre piste. Je vous cite dans le livre, vous dites à un moment, la conscience déborde si largement le cerveau qu'elle va jusqu'aux étoiles. Vous êtes en train de nous dire que ce psychisme, donc, qui serait au contrôle et non local, donc est en résonance avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui vit sur Terre et d'autres dimensions. Alors là, je vous entraîne sur une autre piste. Si vous voulez bien, Jacques, ou après la pause, vous allez nous entraîner dans quelques secondes, parce que dans toujours quelques secondes, un œil sur la pendule. Je suis vraiment désolé. Voulez-vous savoir comment on fait pleuvoir ? Oui, bien sûr. Un pays tout entier, en l'occurrence l'Australie, en période de très grande sécheresse. Vous n'avez pas dit on fait pleuvoir par la force de la pensée, par exemple. Oui, sur ordre du Premier ministre. Je vous attends au tournant. Les aventuriers de l'impossible. RTL.
Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. Et notre invité Emmanuel Ransford, que nous allons retrouver dans un instant. Aujourd'hui, nous consacrons toute cette émission au cerveau et au-delà du cerveau. Alors maintenant, je vous ai dit que je vous attendais au tournant. Expliquez-moi comment il est possible, Didier Van Kovlart, de faire pleuvoir par la seule force de la pensée. Ouvrez votre parapluie, Jacques. Allez-y, j'ai confiance. En 2007, je tombe sur un article de Libération qui explique qu'en 2007, donc, la sécheresse était si grave en Australie que le Premier ministre John Howard a lancé un appel solennel à la population lui demandant de prier pour qu'il pleuve. Et dans l'intention de canaliser cette énergie mentale, donc, au service des précipitations souhaitées. Ça fait pas de mal et ça coûte pas cher. Voilà, mais aussi d'influencer le ciel en le remerciant par avance. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. C'est important. Le Premier ministre John Howard décrète une journée nationale de la pluie. Alors pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il a lu un bouquin. Il a lu un bouquin de Greg Braden, physicien très connu pour plusieurs best-sellers, dont la Divine Matrice ou l'effet Isaïe. Et ce physicien exprime que pour faire pleuvoir, il convient non pas de se lamenter sur la sécheresse, de l'accuser de tous les maux, ni de s'épuiser à implorer les nuages, mais d'éprouver par anticipation l'émotion reconnaissante d'être trempé de la tête aux pieds. Ah, chic, il pleut, enfin. Voilà. Ouais. Et alors, hasard extraordinaire, à ce moment de 2007, Greg Braden se trouve en Australie. Il fait une conférence à ce moment-là. Et au jour fixé par le calendrier ministériel, il tombe dessus, Journée nationale de la pluie. Vous imaginez pas c'est torride, c'est totalement sec, c'est la canicule, il n'y a pas une goutte d'eau. Au jour fixé, une pluie diluvienne s'abat sur le pays. Alors tout le monde s'est mis dès le matin, et Greg Braden, évidemment, a un petit peu supervisé cela. Mais le problème, quand on demande une chose, c'est que parfois on l'obtient et qu'après, on ne sait plus comment arrêter la réalisation d'un vœu formulé peut-être avec une telle absence de modération que le phénomène l'histoire du est devenu déluge. irréversible. Mais exactement, parce que, alors bien sûr, il n'est pas possible de prouver scientifiquement que ce sont les Australiens qui ont fait pleuvoir, mais on peut noter la corrélation quand même intéressante entre le déluge obtenu et les intempéries fixées par décret ministériel et par une demande de prière nationale, d'élan national. Quand vous lisez la presse de l'époque, c'est extraordinaire l'impact, l'ampleur de cette mobilisation des forces mentales citoyennes. Donc, voilà. Je regrette pas d'être venu. Quand Emmanuel Ransford nous dit « notre pensée déborde », et c'est reprenant la formule de Bergson, la conscience déborde le cerveau, notre pensée, justement, parle au reste de l'univers, qui nous parle lui aussi, parce que nous sommes composés des mêmes briques, on a employé le mot tout à l'heure, et les mêmes ondes nous traversent. Les ondes scalaires provenance du cosmos et du Soleil traversent tout ce qui vit sur Terre, y compris même les roches. Et nous sommes reliés, évidemment. Les chamans le savent, les physiciens quantiques le savent, et les autres commencent à s'en rendre compte. Bon, alors peut-être que vos origines australiennes vous rendent sensible à ce genre de nouvelles. J'ai une autre question pour vous, Emmanuel Ransford. Dans votre livre, justement, à partir de ce que vous exprimiez tout à l'heure sur ce qui s'appelait la psychomatière, et j'ai donc, comme c'est trop neuf pour moi, oublié déjà la bonne dénomination, l'holomatière, ça explique pas mal ça peut permettre en tout cas d'ouvrir des pistes d'explication sur pas mal de phénomènes dits paranormaux, en fait. Et vous citez dans votre livre une expérience qui a été confortée par beaucoup de récits de soldats américains risquant leur vie, risquant leur peau, et détectant, sans le savoir finalement au départ, ou sans pouvoir expliquer comment, des mines qui étaient enfouies pour les faire sauter. Vous pouvez expliquer ça ? Oui, alors ça, je dirais, c'est c'est effectivement une espèce de voyance, on pourrait dire, c'est-à-dire ça a été pendant la guerre d'Irak, il y avait plusieurs choses comme ça, et effectivement donc ils marchaient sur un chemin, et gentiment on avait mis une mine à leur disposition qui n'attendait que leur passage pour sauter, et donc une partie de ces gens-là sentaient un froid absolument au niveau du pied de la jambe, une sensation
sensation de froid. Et en même temps, physique. Il disait pour la plupart qu'il captait l'intention voilà, de l'ennemi au moment où il avait déposé cette mine. C'est-à-dire, en fait, non seulement ils avaient la sensation, mais en plus, ils avaient accès à cette compréhension du fait que c'était pas neutre. C'est-à-dire que s'ils sentaient ça, ça voulait dire danger, ne pas aller vers ça. Voilà. Et ils s'en sont aperçus parce que certains sont arrêtés sans pouvoir expliquer pourquoi. Voilà. Et ensuite, ils ont trouvé à quelques mètres devant eux une mine. Voilà. Et l'expérience s'est répétée. Quoi. Voilà, absolument. Ouais. Donc, je dirais, il y avait une preuve expérimentale, mais ça, c'est, je dirais, pour moi, ça fait partie, si vous voulez, à partir du moment, je crois que la grande idée pour ramener quand même au quantique, mais de façon très accessible, à partir du moment où on se dit, par exemple, que les 2 photons jumeaux qu'on utilise pour ces expériences EPR, enfin de la non-séparabilité quantique ou de l'intrication. C'est-à-dire, juste pour rappeler, 2 particules qui à un moment ont été mises en présence l'une de l'autre, si on les sépare, chaque fois que l'une est mesurée, l'autre va être au courant de la mesure. C'est-à-dire que chacune et se positionner immédiatement, quelle que soit la distance. Elles sont comme des jumeaux, si vous voulez, qu'on sépare à la naissance. Ils savent même pas qu'ils sont jumeaux et ils vont vivre à peu près la même existence. Ça on a se plusieurs passe exemples. À l'échelle de l'électron, quoi. Enfin, même des photons, mais avec une petite nuance qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'en fait, une fois que on les a mesurés une fois, ça détruit le lien en même temps, parce que le lien est une mémoire. Justement, on retombe sur la mémoire, si j'ai le temps d'en parler, parce qu'il y a cette notion que j'appelle le suprême. Mais alors tout ça pour dire que ces 2 photons, ça veut dire que si je mesure l'un, l'autre qui est à l'autre bout de l'univers va être instantanément modifié et va en plus ajuster son comportement en fonction. C'est-à-dire, par exemple, si l'un dit qu'il est, supposons que les photons soient rouges ou bleus, celui que je mesure me donne comme réponse je suis rouge, je sais que l'autre sera bleu et inversement. Ce qui veut dire que on est à la fois dans une logique de télépathie, en quelque sorte, on pourrait presque dire que ces photons sont télépathes à partir du moment où on comprend que le lien est de nature psychique et pas matérielle. Il peut pas être de nature matérielle parce que sinon on est tout de suite en contradiction avec la relativité générale du bon Einstein et même de la relativité spéciale. Donc, d'une part, on est dans un lien télépathique, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que la physique quantique, lue comme ça, me donne une explication des phénomènes télépathiques, et en plus, on est dans une logique de psychokinèse. Alors, justement, ça rejaillit sur un certain nombre de choses. De l'esprit sur la matière. Oui, puisque à distance, direct, puisque j'ai agi sur un photon et sans que j'agisse sur l'autre qui est à tellement grande distance que de toute façon c'est hors de portée, j'ai modifié l'autre aussi au même instant. Donc déjà on a cette chose-là. Alors encore peut-être une dernière chose, c'est que on peut imaginer que ces liens de non-séparabilité ou d'intrication vont tisser, c'est à l'image de l'hologramme, vont tisser dans l'univers en 3D comme un fil en 3D, c'est comme si c'était des fils d'araignée et tout ça. Ces fils d'araignée vont faire des structures et dans ces structures, je vais pouvoir emmagasiner de l'information. Emmagasiner ou modifier une information, réinformer. Et là, merci pour la transition, parce que ça nous amène à une question qu'on va traiter après la pause, je pense. Oui. Peut-on agir directement par la pensée sur les événements mondiaux ? Eh bien, une pause, donc, comme annoncé par Didier, qui va nous emmener dans un instant au-delà de l'impossible. Les aventuriers de l'impossible. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Et maintenant, Didier Van Covelart nous emmène au-delà de l'impossible, à la lettre C. C comme commando de rêveur. À la fin des années 1980, en pleine guerre entre Israël et le Liban, des chercheurs américains, Horn, Johnson, Alexander, Davis et Chandler, lancèrent, sous le nom pompeusement banal de Projet international pour la paix au Moyen-Orient, une expérience tout à fait inédite. Il s'agissait d'envoyer sur les lieux ravagés par le conflit un commando de penseurs entraînés à la méditation optimiste, avec pour mission de se réjouir en éprouvant un sentiment de paix, comme si la guerre était déjà finie. L'idée paraît loufoque, pour ne pas dire puérile. Mais cette application à grande échelle de la méthode Coué produisit des résultats si spectaculaires qu'ils furent relatés, analysés, modélisés dans une très sérieuse revue académique internationale, le Journal de résolution des conflits. Quel était le comportement demandé à ces observateurs d'une réalité contraire à celle qui se déroulait autour d'eux ? Ils ne devaient pas juger les belligérants, donner raison ou tort aux Palestiniens, aux Israéliens, aux Libanais. Ils ne devaient pas se demander qui étaient les bons ou les méchants, les assaillants
ou les agresser, ni déplorer la violence ambiante. Tout cela n'était plus d'actualité. Tout cela n'avait plus de sens puisque le conflit, se répétait-il, était derrière eux. Aussi incroyable que cela paraisse. Surtout les lieux de combat traversés par cet escadron de casques roses. La paix dont ils se félicitaient devenait une réalité. Arrêt des actions terroristes, baisse significative des offensives et des ripostes, respect spontané des trêves inattendues, fraternisation des fractions rivales. Mais, dès que les combattants de la réconciliation préventive relâchaient leur pression joyeuse et leur délectation inspiratrice de cesser le feu, dès qu'ils arrêtaient de ressentir la paix, la guerre reprenait le terrain. Ils devaient lutter à la fois contre la tentation du lâcher-prise, une fois leur devoir accompli, et la lucidité correspondant chez eux à une forme de reddition. Ils devaient continuer à pratiquer l'aveuglement comme source de lumière, maintenir par tous les moyens l'épuisante euphorie qui leur était demandée. Un comportement héroïque qui allait provoquer chez certains de véritables traumatismes. « Putain, c'est plus facile de faire la guerre que la paix », s'est exclamé à bout de force l'un de ces valeureux soldats de joie. Alors, comme vous le disiez, Didier, ça peut paraître loufoque et farfelu. Est-ce qu'on a trouvé une explication quand même ? C'est le résultat est indéniable. C'est en faisant des statistiques qu'on a trouvé. Non, c'est des observations sur le terrain. Pendant des mois, et ça a été refait ailleurs et ça a été le même modèle. Alors, on a cherché des explications rationnelles à la diminution des affrontements, la pleine lune, les configurations astrologiques, la pénurie de munitions, les vacances. Pénurie de munitions, c'est une bonne piste peut-être. Oui, vous savez, c'est Jean-François Revel qui m'avait raconté cette histoire la première fois et qui m'a montré les documents. Et il les appelait les ravis de la crèche, ces penseurs optimistes, mais avec une estime narquoise. C'est lui qui me faisait constater, dès qu'il cessait, ces gens, de ressentir la paix, les statistiques s'inversaient et les combats reprenaient comme avant. C'est le rêve de paix anticipé qui l'emporte sur la réalité de la guerre. Alors, une question, avant d'interroger sur un autre sujet Emmanuel Ransford. Est-ce qu'on a calculé combien de personnes il fallait pour que la mesure soit efficace ? À l'échelon mondial, absolument. Vous l'avez pas dit. Et là, ça, c'est l'université de Princeton. Justement, à partir de cet exemple, des psychologues et des statisticiens se sont réunis en congrès pour essayer de définir le nombre de personnes nécessaires pour stopper mentalement une guerre. D'après l'étude de l'université de Princeton, il suffit que la racine carrée de 1% de la population concernée ressente la paix pour que celle-ci devienne réalité. Concrètement, sur 1 million d'habitants, il faut que 100 personnes projettent le bonheur de l'armistice pour qu'elle finisse par être signée. D'après le calcul de Craig Braden dont on parlait tout à l'heure, on a besoin en conséquence de 7746 permanents. Ça, c'est les chiffres de 2007. C'est tout ? Les chiffres de l'ONU 2007, afin d'assurer la paix mondiale. 7746 permanents. J'en connais un, au moins. Un volontaire, parce qu'ils ont beaucoup recruté. Mais, non, mais je suis sérieux. Tout autour de la planète, vous avez en permanence ces gens surnommés par eux-mêmes les racines carrées, qui sont en train de se réjouir que la paix soit revenue partout. Bon, ça marche pas tout le temps, on s'en rend bien compte, mais ça mérite quand même d'être tenté. Eh oui, 7746 rêveurs pour obtenir la paix dans le monde, finalement. Les volontaires sont bienvenus. Vous pouvez être suppléant, Jacques. Vous nous appelez, vous nous contactez sur rtl.fr, il n'y a pas de problème. On fera les comptes à la fin de l'été, si vous voulez bien. Alors, dernière question maintenant à Emmanuel Ransford, notre invité. Je rappelle ce livre, La conscience quantique et l'au-delà, une voie inédite vers l'éternité, qui est un livre paru aux éditions Très Daniel et qui en fait nous emmène sur le chemin de toutes ces réflexions nourries effectivement d'un certain nombre de recherches au niveau de la physique quantique dont vous êtes un spécialiste. Mais s'il y a de la pensée partout, dans toute la matière, si l'holomatière est partout, elle est dans nos organes aussi. Que se passe-t-il à ce moment-là quand il y a une greffe d'un individu à l'autre? Oui, alors pour ça, je reviens j'appelle ça les suprêles, mais bon, c'est des espèces de pixels d'esprit, c'est-à-dire, comme je vous dis, entre plusieurs particules, il y a ces liens de non-séparabilité ou d'intrication, et vous en prenez plusieurs, et ça va faire comme un tissu, et ce tissu peut comporter des motifs, et ces motifs vont me permettre d'encoder ou d'emmagasiner ces langrammes, je pense à Carla, par des exemple, mémoires, des éléments de mémoire. On vous greffe le cœur d'un autre, vous Alors, allez attraper ces sentiments, ces émotions. C'est donc ces engrammes, ces éléments ces suprêles, comme je les appelle, ces éléments de mémoire,
ont 2 dimensions, ces liens de non-séparabilité ou d'intrication, et sont enracinés sur les particules partenaires de ces liens. Ouais. Et quand mon cerveau va former des vécus et tout ça, il va former les pixels ou d'esprit ou les suprêles, voilà. Donc prenons le cas particulier de Charlotte Valandré, par exemple, l'actrice qui donc reçoit une greffe et ensuite, de façon générale, a un comportement modifié et se met à ressembler à la personne. Alors quand on va greffer un de mes organes ou que je vais bénéficier d'une greffe de quelqu'un d'autre, eh bien dans cet organe, je vais avoir ce que j'appelle les suprêles, encore une fois, ces mémoires, les mémoires de ces vécus. Et c'est pour ça que certains greffés, alors il y a des cas spectaculaires comme Charlotte Valandré et une Américaine qui a eu d'un même donneur le cœur et les poumons, qui s'appelle Claire Sylvia, qui a fait un livre là-dessus, Change of Heart. Mais selon un chirurgien cardiologue, à peu près entre 60 et 80% des patients de façon post-opératoire ont des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, ce qui veut dire que eux aussi ont ces mémoires, mais c'est moins spectaculaire que ces quelques cas. Et donc ces souvenirs ne venaient pas du cerveau, mais d'un autre organe qui leur était greffé. Et c'est pour ça que je renvoie tout le monde évidemment à votre livre, La conscience quantique et l'au-delà, et on a mis évidemment tous les liens sur rtl.fr. Merci beaucoup Emmanuel Ransford, et merci Didier, à très bientôt. Merci Jacques. Pour un nouveau voyage. Avec les mêmes cerveaux.